Qui était le philosophe Vladimir Jankélévitch, disparu voilà tout juste 40 ans? Comment son parcours tout au long du siècle dernier a-t-il pu structurer l'évolution de sa pensée si singulière? Nous en savons déjà beaucoup plus après ce documentaire, ce portrait réalisé par Fabrice Gardel et Mathieu Wechsler. Et pour y revenir, comprendre aussi en quoi cette pensée demeure aujourd'hui d'une grande modernité, 3 invités sont maintenant avec nous sur ce plateau de Débat-Doc aujourd'hui. Tout d'abord, bienvenue à vous Manuel Valls. Vous êtes ancien Premier ministre de François Hollande, bien sûr, c'était entre 2014 et 2016, et depuis décembre dernier, ministre des Outre-mer. Et pourquoi votre présence aujourd'hui dans cette émission? Eh bien, parce que votre père, le peintre catalan Xavier Valls, fréquentait Vladimir Jankélévitch et que le philosophe de ce comté lui a consacré certains de ses écrits. Nous allons bien sûr y revenir ensemble dans un instant. Pascal Bruckner est également avec nous. Bonjour. Bienvenue à vous, Pascal Bruckner. Vous êtes philosophe, romancier, essayiste. Vous êtes l'auteur d'une œuvre dense, forte d'une trentaine d'ouvrages, qui vous a valu au passage de nombreuses distinctions littéraires. Vladimir Jankélévitch fut un temps votre professeur. Vous le citez d'ailleurs souvent dans vos écrits. Et votre dernier ouvrage s'intitule « Je souffre donc je suis ». Portrait de la victime en héros, un ouvrage disponible chez Grasset. Et puis enfin avec nous, François Schwab. Bienvenue à vous. Vous êtes historienne et vous vous êtes consacrée depuis maintenant de nombreuses années à l'édition de ses œuvres et de ses écrits posthumes. Vous êtes aussi sa biographe avec cet ouvrage, Vladimir Jankélévitch, Le charme irrésistible du je ne sais quoi, publié chez Albin Michel. Je vais commencer avec vous. Parce qu'on a envie d'en savoir un peu plus sur ce qu'était l'intimité de Vladimir Jankélévitch. Une intimité qu'on découvre finalement assez peu, peut-être pas assez dans le documentaire que nous venons de voir. Vous avez fréquenté le philosophe, vous avez fréquenté sa famille. Qui était-il dans l'intimité, Jankélévitch? Quels étaient les traits qui caractérisaient le plus? D'une modestie, d'une humilité incroyable, et je crois que sa modestie souffrirait de nous voir aujourd'hui réunis pour parler de lui. Il était heureux parmi ses étudiants, il disait toujours parmi mes étudiants, je me trouve parmi 500 amis intimes, mais il n'était pas un philosophe de salon, c'était un philosophe qui vivait au creux de cette île de la Cité, dans cette demeure à la pointe de l'île, où 2 pianos se regardaient, et qui consacrait sa vie à ses étudiants le matin, où il recevait les étudiants pour les thèses, ses cours, la fin de journée, la sacralité de l'heure du thé, manière russe de montrer qu'il n'avait jamais oublié d'ailleurs ses racines, et c'était un bonheur enchanté de participer à cette heure, parce que les rires fusaient, il était très gai, il avait un humour chevillé au corps. Et ensuite, tous les soirs, lorsqu'il n'avait pas d'obligation, entre 7 et 9 heures du soir, comme il le disait, je donne un concert solitaire à mes fauteuils. Quelquefois, souvent. Concert solitaire ou concert pour ses proches, parfois? Non, tous les jours. Non, alors quelquefois, bien sûr, ses proches entendaient, sa femme et sa fille. Et puis quelquefois, j'avais la joie d'être là aussi et de l'entendre jouer. Et notamment de jouer des œuvres que l'on n'entend pas dans des salles de concert, c'est-à-dire Une larme de Moussorgsky, des œuvres de Joseph Suk, parce qu'il aimait aussi les compositeurs qui étaient ignorés et peu connus. Cette relation avec votre père, le peintre catalan Xavier Valls, vous l'avez connu très jeune finalement, Vladimir Jankélévitch, à travers cette relation qu'avait votre père et oui, dans l'intimité de nos familles respectives, oui. Avec Lucienne, son épouse, Sophie, que je n'ai pas revue depuis des années, et ma mère et ma sœur. C'est une intimité familiale, et elle passe à travers la musique, si importante dans le documentaire que nous venons de voir, et comme Françoise vient de le rappeler, à travers le compositeur espagnol, catalan, ami de mon père, Federico Mompou. La musique était un point commun entre votre père? Oui, c'était la musique, comme Jankélévitch cherchait autre chose que la musique allemande, avec qui il avait rompu, comme avec la philosophie allemande, à cause évidemment de la Shoah, était intransigeant sur ce sujet-là. Il y a ce
lien avec la musique. Et donc il y a une amitié, une intimité qui naîtront. Et il va écrire à propos de votre père. Oui, il écrit d'ailleurs un texte sur la peinture de mon père, mais qui résume bien, au fond, ce qui est dit sur Jankélévitch et qu'il faut découvrir au-delà de sa philosophie, qui est évidemment majeure. Quand il dit « La peinture de Xavier Valls est une sorte de catharsis », elle verse en nous, à voix basse, cette tranquillité d'âme, ce calme mystérieux qui rayonne aussi d'un intérieur de Vermeer, le peintre, si important pour Jankélévitch, ou de la musica callada, c'est difficile à traduire, la musique qui se tait, de Montpau. Et donc, il aimait beaucoup la peinture de mon père, cette tranquillité que lui-même, qui avait une âme tourmentée, également recherchait. Il y avait un lien entre le philosophe et l'artiste peintre, et je l'ai vu, mais moi, j'étais adolescent, jeune. Est-ce que je me rendais compte d'avoir la chance de connaître un des plus grands philosophes français? Et l'anecdote qui a rappelé, je me rappelle vraiment d'un dîner à la maison, quelques jours après le fameux apostrophe, où 1980 nous dit aussi qu'il a vendu plus de livres grâce à cette émission qu'il n'avait jamais vendu tout au long de sa vie. Et moi, je me rappelle du rire, de cette voix jeune et cristalline, sans me rendre compte, mais nous en parlerons, que je retrouvais Jankélévitch après, lors d'une manifestation contre le coup d'État de Jaruzelski au mois de décembre 1980, et sans comprendre que les textes, notamment sur l'imprescriptible ou sur ce qu'il disait à propos de l'antisionisme, seraient si utile à la pensée du XXIe siècle. Cette fameuse émission apostrophe de 1980, on va en voir un extrait tout de suite. La philosophie, c'est fait pour qu'on en fasse, n'est-ce pas? C'est pas fait pour qu'on en parle, en réalité. Quand je fais de la philosophie, parce que je me porte mieux. Ça diminue ma tension, je dormais la nuit, comme si vous l'avez trouvé un médecin, qu'est-ce que je dois faire? Docteur, faites de la philosophie, vous verrez, votre tension, etc., tout ira bien, votre digestion sera régulière. C'était donc un extrait de cette fameuse émission apostrophe que vous avez évoquée, Manuel Valls. Et il a à l'époque 77 ans. Et c'est vrai que cette émission va le faire connaître du grand public. Alors vous aussi, vous l'avez connu bien avant cette émission, à travers ses écrits, j'imagine, et puis aussi physiquement. En cours, à la Sorbonne. La philosophie, c'est fait pour qu'on en fasse, n'est-ce pas? Ce n'est pas fait pour qu'on en parle en réalité. Voilà ce qu'il disait dans cet extrait. C'était ce genre de choses qui vous insufflait durant vos cours, passés durant 3 années, je crois, avec lui à la Sorbonne. Oui, j'ai fait ma licence et ma maîtrise avec Vladimir Jankélévitch. Mais alors à l'époque, nos cœurs battaient pour les structuralistes, pour les existentialistes. On sortait de la toute-puissance du sartrisme et on entrait après avec Foucault, Derrida, Deleuze dans la mouvance structuraliste. Et Jankélévitch était un peu... Tous ces ismes, finalement, qu'il Oui, qu'il récusait, parce que lui, c'est un philosophe moral. C'est un philosophe moral, et il n'était pas le philosophe du système. Et donc, j'ai fait ma licence et ma maîtrise avec lui. J'étais très sensible à son éloquence. Je trouve qu'il il parlait en apnée, c'était extraordinaire. Je n'ai jamais rencontré ça depuis. Il parlait sans notes et il reprenait après son souffle et ça repartait sur. Je crois que c'est André Manoukian qui dit très bien que la voix de Jankélévitch est un solfège en lui-même. C'est vrai qu'il passe il parle très haut. On l'écoute, on se dit ça va tomber à un moment, et pas du tout. Il tient jusqu'au bout et il peut tenir pendant 1 heure, et ça c'est assez extraordinaire. Mais en réalité, je me rends compte rétrospectivement que j'ai raté ce professeur. C'est-à-dire que je suis parti en 73 à un autre cours et je me suis rendu compte qu'en réalité, j'avais côtoyé un très grand penseur quand il a publié quelque part dans l'Inachevé ses entretiens avec Béatrice Berlovitch, que là, je me suis mis à lire et relire avec d'autres amis en disant « mais c'est extraordinaire ». C'est-à-dire que nous avons côtoyé un grand esprit et malheureusement, pour moi, je ne l'ai pas revu avant sa mort. Et après, il y a eu tout un imbroglio. Quand il est mort, il a envoyé une lettre à Libération, bref. Mais oui, j'ai le sentiment d'un rendez-vous manqué et j'ai le sentiment aujourd'hui de payer une dette par ma présence ici, par le film qu'a fait Fabrice Gardel, de payer une dette à quelqu'un qui est au fond le plus célèbre des philosophes méconnus. Vous dites que c'était un grand penseur, on l'a bien compris évidemment dans ce film, mais qui refusait tous les prêts à penser. Est-ce qu'à l'époque c'est ça qui vous a justement
particulièrement frappé par rapport à ce qu'étaient les penseurs, les philosophes de son époque que vous avez cités, notamment Sartre. Alors, mais il y en a beaucoup oui, il y a ça, mais c'est surtout qu'il prenait des sujets très précis, l'ennui, l'aventure, le sérieux, l'ironie et l'humour. La mort. La mort à la fin, la mort à la fin. Celui-là, je ne l'ai pas lu, mais j'attends peut-être encore quelques années pour m'y précipiter. Mais il était hors des sentiers battus. Et alors, certains de mes camarades le regardaient avec un petit sourire, comme si c'était un philosophe de l'avant-guerre, un philosophe style Jean Val ou Léon Brunswick, ou même Bergson, qui n'était pas très lu. Il a fallu que Deleuze en reparle pour qu'enfin on s'intéresse à Bergson. Et Jankélévitch a souffert de cet anachronisme, mais en réalité, cet anachronisme, c'est ce qui le rend aujourd'hui tellement actuel. Il parle dans une époque où nous vivons la déroute des systèmes, l'éparpillement des philosophies, et en réalité, il nous aide parce qu'il y a cette petite lumière dans la nuit. Le pardon, ça a été un thème abordé par Jankélévitch. On va l'écouter sur ce sujet. Alors d'abord, on n'a pas le droit d'oublier. Il y a deux choses, oublier, pardonner. L'oubli, nous n'en avons pas le droit. Alors quant au pardon, il faut distinguer, n'est-ce pas? Je ne pardonne qu'à ceux qui me demandent pardon. D'abord, n'est-ce pas? Indépendamment de cela, le pardon est une bouffonnerie, absolument. Alors pourquoi le pardon? Parce qu'effectivement, il y a eu un avant et après Seconde Guerre mondiale dans ce qui a été le parcours, la vie de Vladimir Jankélévitch. C'est l'académicien historien Pascal Horry qui l'affirme et le réaffirme dans ce documentaire. La Shoah, bien entendu, il est victime des premières lois anti-juives du régime de Vichy en 1940, ce qui lui fait perdre son poste de professeur. Il ne peut plus enseigner, il s'engage dans la clandestinité à Toulouse. Tout ça est très bien raconté dans ce film. En quoi sa pensée a radicalement évolué, changé, donné par exemple la primeur à des thèmes comme le pardon. Ensuite, il souhaite ce faire émerger philosophe qui était plutôt, comme je vous l'ai dit, idéaliste, s'engage dans une philosophie de l'action, du faire, du commencement et du vouloir. Pourquoi? Parce qu'il s'est rendu compte que, justement, les belles envolées lyriques, lorsqu'il faut se battre les armes au poing, ne servent à rien. Et que l'action morale doit avoir une finalité, et celle-ci doit se concrétiser dans le courage, et notamment celui des héros de la résistance. J'ai oublié de dire, mais c'est important qu'il fait partie de la résistance des mots, non la résistance armée, et que pendant toute cette guerre, justement, la priorité, il a compris, en sortant, en émergeant, comme il dit, au soleil de la libération, il a compris que cette pensée, son œuvre devait donner des leçons de vie. Et tous les livres qu'il va écrire après la guerre, notamment Le Pardon, puisque vous m'en parliez, sont des réponses, au fond, à cette souffrance. Comme il disait souvent, je souffre des souffrances qui m'ont été épargnées. Et la mémoire, l'oubli sont des composantes historiques qui, pour lui, la mémoire historique est une composante absolument indispensable. Et voilà la raison pour laquelle on arrive au livre sur le pardon. Alors, cette période terrible, c'est avant, c'est après, il y a le pardon. Pour quelqu'un qui ne pardonne pas aux Allemands, et qui ne distingue pas d'ailleurs, semble-t-il, le peuple allemand des nazis. Cette voix cristalline, cet humour, cette gentillesse, cette modestie, elle n'est pas contradictoire avec ce qui l'a forgé, cette période terrible, évidemment la découverte de la solution finale, et il y a une intransigeance chez lui, d'ailleurs, qu'il reconnaît. Il ne lit plus, il ne fait plus référence aux philosophes allemands, à la musique allemande, et au fond, il y a l'idée, en effet, on ne peut pas pardonner à ceux qui ne le demandent pas, étant parfois très sévère, ce qui provoquera d'ailleurs la réaction, y compris de quelqu'un, d'un Allemand qui lui criera « mais si, moi je peux parler de ça, je ne suis pas coupable, même si je me sens coupable de ce que les nazis ont fait », mais il y avait une intransigeance, et chacun d'entre nous est à la recherche de personnages, de philosophes, d'historiens, d'intellectuels qui comptent, et ce qui est passionnant chez Jankélévitch, c'est qu'il y a une cohérence dans sa vie entre son action, sa pensée,
sa manière d'être. Il est résistant. Il aurait pu être déporté s'il avait été arrêté parce que juif. Il n'est pas dans les ismes, dans les idéologies, contrairement à d'autres. Et sa pensée, du coup, pas seulement sur la vie, mais sa pensée politique, j'ose dire, notamment sur la question du pardon, sur l'antisémitisme, sur l'antisionisme et la haine d'Israël, elle est profondément moderne. Et elle n'a pas été effacée par les événements du temps. Et elle reste une pensée sur la vie elle-même, sur l'instant. C'est le philosophe de l'instant. C'est un philosophe moral, comme l'a dit Pascal très bien. Elle est toujours profondément d'actualité. Et ce qu'il dit dans ses textes de 1967 et ensuite du début des années 70 sur le fait que la haine d'Israël, l'antisionisme est une forme nouvelle, est une forme confortable et démocratique d'être antisémite, aujourd'hui, est d'une justesse frappante. C'est des textes qui ont une 50aine d'années. Ces thèmes, le pardon, l'imprescriptibilité aussi des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. C'est vrai qu'il l'écrit en 65, par exemple, ce texte dans une tribune au Monde. Cette imprescriptibilité, elle sera effective en 68 aux Nations Unies et mise en œuvre au début des années 70. Il a un coup d'avance sur ce genre de thème. Et puis, il y a bien sûr ce que vient d'évoquer Emmanuel Valls sur l'antisémitisme et le sionisme. Oui, alors effectivement, les livres que nous lisons aujourd'hui de Jean Kelevitch plus volontiers sont les petits livres. C'est-à-dire comme si c'était les chutes de son système. Vous savez, son livre sur les vertus est un très gros livre qui fait 800 pages. Donc évidemment, c'est passionnant à lire, mais le grand public est plus attiré par les petits livres, qui est une manière pour le philosophe de jeter un regard sur l'actualité et d'avoir une intuition fulgurante et de comprendre les choses. Par exemple, il décrit l'antisémitisme non pas comme la haine de l'autre, ça c'est le racisme classique, mais comme la haine du presque semblable. C'est la plus petite différence. Le juif me ressemble, et c'est cette ressemblance qui met mal à l'aise et qui explique la persécution. Et sur l'antisionisme, évidemment, il y a cette phrase, l'antisionisme, c'est la permission d'être démocratiquement antisémite. Si les Juifs se conduisent comme les nazis, alors nous n'avons pas à regretter ce qui s'est passé. Et en même temps, dans un autre texte, il met en garde Israël contre le triomphalisme. Et il dit, le triomphalisme pourrait venir à bout du sentiment de la persécution. Donc il essaye de complexifier le débat et de n'être jamais dans le manichéisme. Et alors, on a parlé tout à l'heure de son aversion pour tout ce qui touche à l'Allemagne, mais en fait, elle est très précoce, puisque dès les années 30, il est à Prague, je crois, je parle sous l'autorité de Françoise, et il va tous les soirs au concert, il a le choix entre Bach et Wagner, Janáček et d'autres, et Dvorak, et spontanément, il ne supporte pas la musique de Bach, il n'aime pas Wagner, évidemment, et donc il va plutôt vers les musiques d'Europe centrale. Et quand on était dans ses cours, si l'on citait Nietzsche, évidemment, là, il barrait, mais aussi Derrida, tous ceux qui avaient fait système à partir de Nietzsche. Moi, je me souviens, dans ma mémoire de maîtrise, il les avait enlevés en disant superflu. Donc, je pense que c'était chez lui quelque chose de profond, qui évidemment était étonnant pour les gens de notre âge. Oui. Sa judéité n'était pas un sujet avant-guerre. C'est une famille, il l'a dit, une éducation laïque dans la plus pure tradition de la Troisième République. Complètement laïque. Et d'ailleurs, sa judéité, c'est après-guerre qu'il aurait été amené à tout à fait. Jacques Madot l'écrit. On est étonné de voir dans cette pensée déjudaïsée cette apparition de textes très profonds sur le judaïsme. En fait, les colloques des intellectuels juifs initiés par Edmond Flegg commencent en 1957. Edmond Flegg est son voisin. Il invite Jean Kelevitch à venir participer à ces colloques. Et là, Jean Kelevitch, pour faire des leçons à ces colloques, raisonne sur son problème juif, ce qu'il appellera le problème intérieur juif. Il dit le judaïsme n'est pas une religion pour moi. Par contre, c'est un fait intérieur qui ne s'efface ni par la naturalisation, ni par la conversion. Et ce fait demeurera pour moi jusqu'à la fin des temps. Là, il explicite en beaucoup de très belles leçons ce que représente pour lui cette judéité, le fait
comme disait Freud, d'être très proche de l'autre, très peu de différence, de ressembler, mais en voulant dissembler. On voudrait bien s'assimiler, mais on veut garder notre précieuse différence, disait-il. Le mouvement de la mobilité du juif qui est un petit peu errant et qui se rend facilement la nostalgie de celui qui est déraciné. Il explique aussi la difficulté d'être en France, la position difficile des Juifs de la diaspora par rapport à Israël. Et il dit, moi, je me sens Juif de la diaspora. Et je pense que l'une se nourrit de l'autre. C'est-à-dire que c'est merveilleux qu'un État comme Israël existe, mais il a aussi besoin de l'apport des Juifs de la diaspora. Et peut-être, je pense qu'il a vraiment dénoué les chevaux de toutes ces sensibilités qu'il a ressenties, mais après-guerre. Avant-guerre, son père, qui était le premier introducteur de Freud en France, qui a traduit le premier Freud en France, était laïque et ne pratiquait donc aucune religion. Dernier extrait du film, pour parler de la modernité de la pensée de Vladimir Jankélévitch. Et si Jankélévitch n'a jamais prétendu être un penseur de la modernité, ses intuitions résonnent aujourd'hui plus que jamais. Dans quelle société vivrons-nous en l'an 2000 ? Cette question, nous l'avons posée depuis l'an dernier à des personnalités de tous horizons. C'est le professeur Vladimir Jankélévitch qui ouvre le feu, si on peut dire. Eh bien, la crise morale, je crois qu'elle vient d'une disproportion monstrueuse. Une disproportion monstrueuse entre les pouvoirs dont la science et la technique dotent l'homme et son intelligence qui restait ce qu'elle était, qui restait rabougrie. Et il est doté de pouvoirs énorme, fabuleux, n'est-ce pas ? Il peut faire sauter la planète. Vous le savez, c'est le petit jeu auquel se livrent les deux superpuissances depuis des années, et on ne sait pas où ça aboutira. En quoi il est moderne aujourd'hui et sur quel thème ? Et moi, je lis et relis Jankélévitch précisément parce qu'il donne un sens à la vie, parfois dans les détails les plus infimes, les plus intimes, et il ramène, ça vient d'être dit par lui, au fond, certes, le monde change, la technique évolue, mais l'être humain profondément n'évolue pas. Et sa pensée, elle nous ramène au fond à ça, au rapport à la vie, au temps qui passe, à la morale qui ne peut pas être dissociée de l'action. Et si d'autres en parleront bien mieux que moi. Mais c'est ça qui m'intéresse, qui nous ramène au fond à l'essentiel, à la condition humaine. Et dans ce monde qui est devenu fou, avec les populismes, avec un affaissement de la démocratie, avec une médiocrité, un affaissement du débat public, Jankélévitch, pour moi, est vraiment le philosophe. Je ne suis pas philosophe, je n'ai pas fait d'études de philosophie, mais au fond, quand Pascal aussi écrit sur ce qu'est la réalité de la vieillesse, de l'instant, de la victimisation. C'est ça qui m'intéresse, beaucoup plus que les grandes idéologies qui nous ont conduits là où nous sommes. Et c'est pour ça que Jankélévitch est un des grands philosophes. Il se situe comme vraiment dans la pensée, en effet, de Bergson, d'Alain, d'autres de ces grands philosophes qui ne pensent pas le monde d'une manière totalisante, mais qui nous apprennent la vie et le doute. Et c'est en cela qu'il est incroyablement moderne. Et puis il y a cette guerre à nouveau au Proche-Orient, on en a dit un mot tout à l'heure, mais sur le sionisme et l'antisémitisme, ce lien à faire, à ne pas faire, et que l'un provoquerait l'autre. Comme Aron, il comprend que... Aujourd'hui, en 2025, quelle résonance peut avoir cette pensée de Jankélévitch sur ce sujet particulier ? Lui, sans doute, comme Raymond Aron, marqué par la victoire d'Israël au moment de la guerre des 6 jours, a compris que cette guerre allait donner à Israël une puissance qui allait déclencher une nouvelle forme d'antisémitisme. Et il avait compris que cette forme d'antisémitisme serait l'antisionisme, c'est-à-dire c'est le lien avec Israël. C'est-à-dire on sort de la condition du juif tel que celui-ci avait pu subir l'antisémitisme pendant des siècles, et il passe à autre chose. Et ça, c'est une intuition assez incroyable et qui reste profondément d'actualité, où aujourd'hui, en effet, on peut être antisémite sans le dire, en le niant même, mais la haine d'Israël, l'antisionisme sont cette nouvelle forme d'être antisémite. Et ça, c'est d'une luminosité éclatante. L'éthique, la morale, le refus des dogmatismes,
C'est ça la modernité de cette pensée de Vladimir Jankélévitch, pour l'essentiel aujourd'hui aussi. Oui, alors Jankélévitch est Enfin, moi, je trouve, ce que je préfère chez lui, c'est les aphorismes. C'est-à-dire qu'il y a deux Jankélévitch. Il y a le philosophe, héritier de Alain, de Bergson, de Léon Brunswick. Et puis, il y a le moraliste français qui renaît dans ses entretiens, dans ses petits livres courts. Et là, il reprend une tradition qui est extraordinaire, celle de La Rochefoucauld, de Vauvenargues et d'autres. Et c'est des fulgurances. Mais vous savez, quand Jankélévitch commence un discours, c'est des propositions simples. Et puis tout d'un coup, il y a une fusée qui part. Une fusée, vous dites, mais où est-ce qu'il nous emmène? Et puis ça continue. Et c'était ça, sa conversation, ses enseignements. C'était une série de propos, tout d'un coup troués par une explosion verbale qui nous laissait pantois et qui nous laisse encore pantois aujourd'hui. Il ne faut pas oublier non plus que Jankélévitch était un grand musicien. Françoise en a parlé tout à l'heure. Quand on allait chez lui, ce qui m'est arrivé quelquefois, les partitions occupaient autant de place dans les rayonnages que les livres. Tout un mur. Et il pouvait parfois en détacher une et la jouer. Il interprétait Moussorgsky, Montpou, Albéniz. Il avait une grande admiration pour Albéniz. Et c'est le philosophe de l'ineffable. Donc il y a chez lui de quoi satisfaire à la fois un regard aigu sur l'actualité, notamment sur la réalité du Proche-Orient, mais aussi un romantique, parce qu'au fond, Jankélévitch reste profondément un philosophe romantique. Ouais. Pour lui, la musique, c'est le symbole même de la nostalgie, c'est-à-dire du temps irréversible qui passe, qui ne reviendra plus. Et c'est au fond tout ce qu'il a souligné dans ses livres, notamment la musique et l'ineffable. Et pour ça, il est irremplaçable, car je ne connais aucun autre philosophe contemporain qui ait aussi bien parlé de la musique que lui. Et puis avec une forme de bonheur. C'est-à-dire, ne manquez pas, c'est une philosophie de la vie. Peut-être avec l'âge, ça m'importe davantage. Oui. Ne manquez pas. Ne manquez pas cette unique matinée de printemps. C'est la philosophie, c'est la poésie. Ne manquez pas cette unique matinée de printemps. De retransposer le printemps au début de l'automne. Mais je parle pour nous tous. Voilà. Est-ce qu'il est lu? Est-ce que ces livres sont beaucoup achetés aujourd'hui dans leur réédition? Évidemment, je pense. Je vois que les éditeurs rééditent tous ces livres en livres de poche. Je sais qu'ils sont traduits dans énormément de pays, notamment ils ont été traduits paradoxalement en Allemagne. Tous ces livres sont traduits en Italie. Là, je devais participer à un colloque la semaine prochaine, dans 3 jours, à Coimbra, au Portugal. Il a des étudiants. L'année dernière, on m'avait fait venir à New York. Donc, il a maintenant atteint un peu cette dimension à la fois européenne. Est-ce qu'il a souffert de n'être reconnu du grand public que très tard? Bien sûr. Bon, on a évoqué cette fameuse émission Apostrophe, il avait 77 ans. Quand il a réécrit son livre, le je ne sais quoi, il avait la manie de parfaire. Et donc, il réécrivait très souvent ses livres. C'était un sujet de discussion entre nous, parce que je voulais avoir des choses nouvelles. Et lui, il creusait toujours le sujet. Eh bien, dans cette réédition, qui faisait d'ailleurs, on la voit, le sujet d'Apostrophe, il a ajouté un chapitre sur la méconnaissance qui n'était pas complètement élaboré à ce moment-là. Pourquoi? Parce qu'effectivement, après la guerre, au moment où, comme il disait, je suis en marge. Je ne fais pas partie des penseurs sachant penser. Et donc, il s'est retrouvé un peu exclu du monde qui émergeait toute bonne conscience au soleil de la libération. Et ça l'a sans doute fait souffrir, non pas pour son ego, parce que c'était une personne pas du tout très, très simple, mais pour la réception de ses livres, parce qu'au fond, ce qui comptait pour lui, c'est de transmettre sa parole. Pascal Bruckner va alors dans les cours... Oui, il a souffert de n'être reconnu du grand public très tardivement, dites-vous. Je vous ai vu faire un signe de la tête. Oui, absolument. Dans les cours, il n'attaquait jamais personne, en tout cas jamais aucun de ses contemporains. Mais quand on était en privé avec lui, une fois je m'étais rendu de la Sorbonne à pied chez lui parce que j'avais rendu mon mémoire de maîtrise et il voulait le commenter. Et là, il y avait quelques réflexions sur les existentialistes, sur Sartre et Simone de Beauvoir, qui, pendant la guerre, ne s'étaient engagés que dans la rédaction de leurs écrits, mais n'avaient jamais pris ni les armes, ni la clandestinité. Et je sentais que ça pesait sur lui, et ce problème-là va ressortir quelques années plus tard. Notamment, Michel Foucault va le relancer en expliquant que seuls les épistémologues avaient pris les armes, alors que les engagés s'étaient planqués. Et là-dessus, l'histoire a donné raison à Jankélévitch. Lui, il ne pouvait plus
publier des livres parce qu'il risquait sa vie, tout simplement. Et c'est tout le grand débat de l'engagement que la revue Les Temps modernes a lancé en 1945 pour excuser en quelque sorte la passivité de ses fondateurs. Ma dernière question va être pour vous, Manuel Valls. Vous êtes un haut responsable politique, vous avez exercé la fonction de Premier ministre, vous êtes aujourd'hui ministre des Outre-mer. Il y a parfois tout de même une pensée aussi fulgurante peut-être de Jankélévitch qui vous revient dans la manière d'exercer votre fonction de responsable politique au plus haut niveau. Non, mais Non, il n'y a pas... Si. Non, mais bien évidemment, mais si vous voulez, avec le temps qui passe, et au fond avec ce qui est devenu le monde, et avec mes propres engagements, Camus, Aron, Jankélévitch, pour toutes les raisons qui viennent d'être évoquées, sont des éléments, oui, en tout cas sont des références qu'il faut lire et relire. Et ça en dit beaucoup de l'époque, enfin de ces 70 dernières années, au fond sur ceux qui ont dominé la scène ou qui ont imposé une certaine pensée à la gauche et tout simplement à la pensée française. Et on s'aperçoit que c'est Jankélévitch qu'il aurait fallu lire et écouter davantage. Et ce rapport à la vie, mais cette manière aussi de décrire l'antisémitisme et la haine d'Israël, oui, pour moi, c'est une référence permanente. Vous vouliez rajouter, ce sera le mot de la fin. D'ailleurs, Jankélévitch, on l'a classé souvent à gauche. C'est le cas ? C'était le cas. Oui, bien oui, sûr, très on l'a même engagé, bien sûr. l'infatigable marcheur de la gauche. Non, ce que je voudrais dire, c'est qu'on a beaucoup parlé de cette partie un petit peu sombre de la vie de Jankélévitch. Mais dans le sillage de son maître Bergson, c'était un philosophe de la joie. Et il disait, si la joie se perd, le monde n'en sera pas meilleur. Et cet éveilleur mémorable a transmis cela à ses étudiants, une pensée positive et joyeuse. Et non pas, je ne voudrais pas qu'on reste sur une touche trop négative, parce que bien sûr, il y a eu les drames de la guerre, il y a eu le pardon et tout cela, mais son œuvre qui s'adresse à l'homme, il n'y a pas, qui est centrée sur l'humain, il n'y a pas dans 5000 pages, disait Gerfagnon, une ligne où l'homme n'est pas au centre de sa réflexion. Je voudrais dire que cette pensée est donc une pensée positive et qui engage à aller dans le sens de la vie. C'était aussi, il faut le dire, un philosophe du pour amour. Et ça, il faut le rappeler parce que Le paradoxe de la morale est un très beau livre où on peut voir ces belles pages sur le philosophe du pur amour. Alors Pascal Bruckner, mais vraiment le tout dernier mot. Pour confirmer ce que vient de dire Françoise, Oui. une citation de Jankélévitch. Avec la musique, l'adulte flétri retrouve la piscine de l'innocence. Eh bien, redevenons des innocents Ne perdons en pas. étant des auditeurs ou des praticiens de la musique. Vive la philosophie. Voilà. Et soyons légers, sérieux, pas trop sérieux. Eh bien, un Ne grand nous merci. prenons pas au sérieux. On essaiera de retenir la leçon. Je ne sais pas. Un grand merci à tous les trois, en tout Merci cas, à d'avoir vous. Merci. participé à cette émission des Badocs autour de ce formidable portrait autour de Vladimir Jankélévitch, dont nous souhaitons aujourd'hui, commémorons les 40 ans de la mort. Et C'était je vous en en remercie. 1985, à l'âge de 81 ans. Vos réactions, ça sera sur hashtag des Badocs, bien entendu. Merci aussi à Félicité Gavalda, Yasmine Benaïssa, qui m'ont, comme à l'accoutumée, aidé à préparer cette émission. Et je vous donne rendez-vous pour un prochain Les Badocs. Ça sera bien entendu avec son documentaire et son débat. À très bientôt.